Comment créer une micro-ferme de 2 hectares qui génère 200 000 euros par an? Donc, est-ce que, au bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi cette stratégie? Comment est-ce que tu pourras mettre en place 2 hectares et qui pourront te générer 200 000 euros par an? Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Cyril Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si créer la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, sans doute, tu as cliqué sur la vidéo aussi par curiosité en disant, mais comment est-ce qu'on peut gagner 200 000 euros sur 2 hectares? Alors qu'il y en a qui font 10 hectares de cacao, 200 hectares de cacao, et ne génèrent pas ce montant. Quand je dis cacao, ça peut être café, ça peut être EVA, ça peut être ici dans la monoculture, ça peut être même aussi dans les céréales, et ne génèrent pas ce montant. Tout est ici encore une question de stratégie. C'est ce que j'essaie de partager avec toi depuis 2 ans, en disant qu'on se doit d'être stratège lorsqu'on va faire du business ou lorsqu'on va ici. Oui, l'agriculture, c'est un business. À moins que certains ne considèrent l'agriculture encore comme un hobby. Si c'est un hobby, c'est une passion, on ne parle pas de la même chose. Mais ici, je parle d'agriculture en tant que business. On se doit d'être stratège. Donc, on se doit de maîtriser la géoéconomie, la géostratégie. On se doit de savoir d'où viennent nos matières premières. On se doit, c'est pour ça que je milite ici, qu'on se doit de produire ce que nous produisons et d'être transformé. Produire et consommer ce que nous produisons. Impacter les autres aussi avec ce que nous produisons. Ne pas être dépendant. Donc ceci, ça va te demander naturellement de connaître aussi la science. Donc ici, en l'occurrence, l'agronomie. De maîtriser aussi les différents modèles agricoles. Je t'ai dit en amont que 10 hectares ou 20 hectares de cacao ne pourront pas te donner ce montant. Donc tu dois comprendre déjà que c'est un modèle intensif sur la monoculture. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça nous profite de produire le cacao en ce moment? Si nous sommes uniquement, c'est-à-dire qu'à la vente de la fève, est-ce que la monoculture est rentable? Donc ça va t'amener aussi à te questionner sur la polyculture, l'association des cultures. Ici en Occident, c'est-à-dire qu'ils sont sur le modèle intensif industriel, sur les monocultures de céréales. Mais vous savez, tu sais très bien que c'est un système qui est onéreux. C'est un système qui est très coûteux. Et c'est un système qui n'est pas profitable aux acteurs. Et derrière ce système-là, aujourd'hui, c'est les grands groupes agro-industriels. C'est les multinationales qui pilotent ces structures-là aujourd'hui. Il faut aussi comprendre que la guerre aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec L1 par rapport à l'actualité. La guerre qui est en train de se passer depuis un certain temps avec la Russie, on pensait à une guerre militaire, mais cette guerre s'est transformée aujourd'hui en une guerre alimentaire. On est aujourd'hui sur une crise alimentaire, sur les semences, sur les céréales, sur les produits alimentaires, ce que personne n'avait vu venir. On est aujourd'hui sur une guerre énergétique. Le gaz. Pour information, déjà, tel que Poutine a coupé son gaz. L'Europe est en train de souffrir. Vous voyez que personne n'avait vu venir cette chose-là. C'est pour ça que sur le plan stratégique, je préfère, depuis 2 ans, t'éduquer dans ce sens que ton modèle agricole, ton choix agricole, dépend de plusieurs facteurs. Ou la réussite de ton choix agricole ou de ton business dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être des contingents internes comme des contingents externes. Donc, à toi de faire très attention. Je parle encore ici de stratégie. C'est que quand on parle stratégie, on nous perd généralement. Dès qu'on parle stratégie, nous ne sommes plus là. Donc, ça va demander que tu te formes sur le plan agronomique. Ça va demander que tu te formes sur le plan de la science, que tu lises les revues. Que tu lises les revues parce que c'est, oui, c'est de la lecture. Que tu te formes sur le plan de la microbiologie, que tu te formes sur le plan de la biologie, que tu te formes sur le plan comptable, parce qu'il faut savoir aussi, comme je t'ai dit ici, d'où viennent tes intrants, comment voilà.
calculer ton chiffre d'affaires, comment faire la différence entre le chiffre d'affaires et, je vais dire aussi, et le bénéfice. Il va falloir maîtriser la chimie, parce que la chimie aussi le sol. Quand j'ai parlé de microbiologie, la microbiologie englobe tous les petits êtres, tels que les bactéries, les vers de terre, les colomboles, les scarabées. Tu dois connaître ton sol, le sol. C'est très important. C'est le premier facteur que tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser la physique, la technologie, parce que quand tu vas produire, il va falloir savoir transformer la technologie. Il va falloir maîtriser le marketing. Il va falloir savoir promouvoir tes produits. On a aujourd'hui plusieurs canaux qui sont là. Ça peut être là les multimédias, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Il y a pas mal. Ça peut être par la presse écrite, ça peut être le journal télévisé, ça peut être des pancartes, des affiches que tu vas mettre. Il va falloir maîtriser aussi la vente. C'est là la vente maintenant, c'est l'art de vendre. Donc, de mettre le produit dans le panier de la ménagère, c'est un art, c'est une compétence qu'il faut maîtriser. J'ai dit qu'il faut maîtriser la stratégie, la géostratégie. Il faut, une fois donc que tu as acquis ces compétences, tu as fait le choix maintenant des cultures que je vais donner. Savoir aussi s'entourer des experts. Il faut que tu t'entoures des experts, tu t'entoures de tes pairs, que tu visites les fermes, que tu poses des questions autour de toi. Donc, la stratégie que moi je vais partager avec toi ici, c'est sur la polyculture, sur l'association de cultures. Tu peux l'appeler aussi la permaculture. Donc, permaculture ici, tout simplement, ça veut dire que sur un sol, les cultures sont en permanence. Le sol ne doit pas rester nu. Le sol doit toujours être couvert. Le sol doit toujours bénéficier, c'est-à-dire que de la photosynthèse. Le sol doit toujours être en train de séquestrer le carbone à travers les plantes. Donc la permaculture ici, c'est-à-dire que son rôle est d'imiter la nature. Donc c'est un sol qu'on va travailler moins. Il y aura moins de travail de sol. On va tout travailler sur un sol vivant. Le bénéfice de ça, c'est que plus de productivité et que rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça l'avantage de la permaculture. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi ici. Donc, sur tes 2 hectares, comment tu vas les répartir? 2 hectares, demi-hectare, tu vas les consacrer à la culture du poivrier, donc le poivre. Donc, demi-hectare, c'est 1000 pieds. Donc, 1 hectare, tu as 2500 pieds. Donc, demi-hectare, allez, on met 1000 pieds. Et 1 pied de poivrier peuvent te produire à maturité 4 kilos. Tu vois? Et à maturité, c'est au bout de 6-7 ans. Ça entre en production au bout de 3 ans. Donc, 3 ans, tu as 1 kilo par pied pour commencer. Donc, sur tes 1000 pieds, tu peux avoir, c'est-à-dire que voilà, 1000 tonnes la première année. Et tu connais le prix du poivre. Le chiffre de 200 000 euros que j'ai donné, avec rien que demi-hectare de poivrier, tu exploses le chiffre. 1 tonne ici, déjà, tu viens le vendre ici en Occident, ça aussi entre 100 et 400 euros. Tu vois que sur 1000 pieds de poivrier, tu exploses déjà le chiffre de 200 euros que j'ai donné. Mais je vais quand même continuer parce que c'est une science que beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont toujours tentés à aller faire la monoculture. La monoculture. Donc tu vois que sur 2 hectares, 1000 pieds de poivrier, tu exploses le chiffre de 200 euros. De 200 000 euros. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme suite? On a déjà occupé demi-hectare, il va rester 1 hectare et demi. Tu vas planter les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers voilà, qui sont consommés dans ta région. Ça peut être les manguiers, ça peut être les corossoliers, ça peut être avocatiers, ça peut être dans les agrumes pamplemoussiers, orangers, les clémentines, mais les fruits de la passion, tu les plantes comme ça, avec des espacements de 10 mètres. Entre les espacements, tu vas mettre aussi du maraîchage. Tu pourras planter comme ça plus de 20 fruits. Je veux dire plus de 20 légumes. Donc tomates, concombres, poivrons, piments, aubergines, persil, poivrons, navets, carottes, oignons, ail, persil, choux, laitue. Tu les étales. Tu les étales partout. Tu vas mettre un petit coin, tu vois, comme ça, étang. Un petit truc, pas un grand, un petit truc étang, où là-dedans, tu as tes poissons aussi. Laissez un petit coin que tu vas pouvoir faire ta ferme. Tu commences avec 3 porcs. Donc, 3
peux mettre 3 truies, un verra. Le porc a l'avantage que sa mère bat tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours, tu auras des mises bas. Et ces mises bas pourront aussi donner des mises bas. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu vas te retrouver inondé de porc. Et l'avantage là-dedans, je te dis encore, c'est de passer la phase de transformation. Voilà tes porcs. Tu vas mettre un coin aussi avec la basse-cour. Tu peux aller avec canard. Tu peux mettre 3 canards. Donc là, 3 cannes, un canard. Tu peux mettre tes 10 poules locales et machin 2 coqs. La pintade, pourquoi pas. C'est au choix, hein, selon voilà. Quand je parle ici de la basse-cour, selon ta demande du marché, mais tout ce que je cite là, c'est des choses qui se consomment. Toi qui ne manges pas, peut-être dans ta région, on ne mange pas le porc, tu peux changer le porc en mettant par exemple le mouton, en faisant le mouton, en faisant les chèvres, ou en faisant les lapins. Donc, c'est les animaux aussi, tu fais le choix par rapport à la demande du marché. L'avantage, pourquoi est-ce qu'on met les animaux? Parce qu'avec la permaculture, le but ici, c'est de travailler sans intrants chimiques, sans produits chimiques, sans pesticides, sans herbicides, sans engrais chimiques. Donc, c'est les effluents des animaux qui vont permettre à enrichir le sol. Tes animaux, tu vas les nourrir avec quoi? Avec les restes de tes fruits et légumes. Tu vas planter quelques macabots, quelques patates qui sont là, tu vas les nourrir avec. Et tu vois que les effluents dans les digestions des animaux vont revenir au sol. J'ai dit en permaculture, rien ne se perd, tout se transforme. Tes arbres fruitiers, les fruits. Donc ça, nous sommes encore en train de parler de l'organisation. Dans tes 2 hectares, je vais te demander de me mettre 30 ruches. Les ruches pour les abeilles. Hein? Les abeilles vont venir polliniser comme ça, c'est-à-dire que justement butiner sur toutes ces fleurs-là. Ce sont tes abeilles qui vont permettre que ta production soit dense, intense. Et tu connais le prix du litre de miel. Je vais te demander de me produire aussi du champignon. Déjà, à partir du moment où tu as les arbres, que tu as les légumineuses, que ton sol est riche, que ton sol a un certain microclimat, les champignons vont proliférer. Mais maintenant, je te demande aussi de les produire. Parce que produire, c'est quoi? C'est de faire un tas de compost dans un secteur bien ombragé, tes champignons vont se développer. Tu vas comme ça récolter les champignons et que tu vas aussi pouvoir vendre. Je vais te demander, pareil aussi, de faire à côté une boutique, de faire à côté une boutique. Tout dépend maintenant de l'environnement. Hein. Si c'est dans un coin où il y a du passage, tu peux faire une boutique attenante. Bon, si c'est dans les coins encore reculés, où la route ne vient pas, tu n'auras pas de boutique attenante. Mais maintenant, une fois que tu as donc positionné tout cela, tu comprends maintenant pourquoi je te dis que tu peux faire un chiffre de 200 000 euros. Parce que quand tu vas récolter maintenant tes fruits, manguiers, pamplemoussiers, le but ici, tu peux vendre les fruits frais. L'avantage encore ici, c'est de passer à la transformation. Un fruit comme les mangues, tu peux les vendre frais, tu peux transformer aussi en faisant les fruits séchés. Mangue séchée, tu peux faire la purée de mangue, tu peux faire la confiture de mangue. Les oranges, pareil. Tu peux vendre les oranges frais, tu peux faire le jus d'orange, tu peux faire pareil aussi, confiture d'orange. Tu vois, le but ici, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Tes animaux, j'ai dit les cochons, le but ici, c'est de transformer, tu tues tes cochons, tu peux faire pâté de cochon, tu peux faire la saucisse, tu peux faire du jambon, tu peux faire du porc fumé, tu packages bien, tu vends. Tu vois, il faudrait que tu aies une boutique où tu vends tes produits, où les personnes peuvent venir visiter ta ferme et acheter les produits aussi en même temps. Pareil aussi pour tes poules. Tu vois que tes poules, tes canards,
pareil, tu passes la phase de transformation, tu paquets, tu vends. Et l'idée ici, tu vois que côté élevage, ça prendra, c'est-à-dire que du volume avec le temps. Donc, tu imagines en 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu imagines ton cheptel. Pareil pour ton élevage d'abeilles, l'apiculture. Tu vas récolter ton miel. 20 riz, tu sais ce que tu peux récolter en termes de miel par an. Tu vas vendre, tu vas packager ton miel, tu embouteilles bien, tu mets une très belle étiquette, tu mets un très beau packaging, tu fais un bon branding, et tu exploses les chiffres. Tu exploses les chiffres. Ton étang de poisson, pareil, tu vas récolter, tu vas prendre tes poissons aussi, que tu vas exposer, tu vas vendre, tu peux faire du poisson fumé, tu peux vendre un poisson frais. Il y a même des produits, tu peux faire, je vais dire, les poissons en poudre, écraser ton poisson. On a même de l'huile de poisson, tu peux faire de l'huile de poisson. Donc, tu vois, en termes de sources de revenus, tu exploses ton chiffre de 200 000 euros par an. Parce que maintenant, en termes de travail de sol, c'est un sol que tu n'auras pas, c'est-à-dire qu'on a trop de mal à travailler, parce qu'en permaculture, le but ici, c'est de laisser le sol, d'imiter la nature, de ne même pas trop intervenir. Et tu as vu qu'on a couvert toutes les surfaces. L'objectif, c'est de couvrir toute la surface de plantes, afin que les plantes puissent faire la photosynthèse, capter l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire qui est là, c'est du diamant. Les plantes, en faisant la photosynthèse, captent l'énergie solaire, produisent de l'azote et fixent le carbone à travers leurs racines. Donc tu vois que tu ne pourras pas, en termes de dépenses, tu ne vas pas acheter de l'engrais chimique, donc de l'azote, parce qu'il y a déjà de l'azote en l'air. Tes légumineuses vont capter l'azote que ça va, c'est-à-dire que justement fixer au sol. En termes de produits phytosanitaires, de fongicides, tu vois que l'avantage avec l'association de cultures, l'avantage c'est que les cultures se protègent entre elles. Donc tu ne pourras pas avoir une attaque comme ça d'insectes ravageurs, parce que lorsque tu associes les carottes, les navets, les choux, je veux dire, oignons, persil, lorsque c'est associé, elles se contrecarrent entre elles. Une culture qui vient attaquer la carotte ne pourra pas attaquer le chou, ne pourra pas attaquer l'ail, ne pourra pas attaquer le persil. Et on sait que l'ail, le persil, c'est des répulsifs. Donc ça chasse certains insectes. Donc en termes de lutte biochimie, tu vois, tu luttes de façon biochimique comme ça, sans utiliser de produits pesticides, sans utiliser de produits nocifs. Parce que le but aussi ici, c'est de penser à l'environnement. Lorsque tu viens verser les herbicides, lorsque tu viens verser l'engrais chimique, lorsque tu viens verser les insecticides, il faut comprendre que tout ça se lessive, ça va, c'est-à-dire que polluer la nappe phréatique et ça contamine, ça pollue les cours d'eau. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les phénomènes tels que les pluies qui sont là, telles que les qualités de eau ne sont plus bonnes, tels que le réchauffement climatique. Parce qu'à force de pomper aussi les herbicides, les produits chimiques, on tue, c'est-à-dire que les insectes qui permettent de polliniser, qui permettent de produire, tels que les abeilles, certains guêpes, certains insectes qui permettent de venir comme ça butiner les fleurs, polliniser les fleurs, afin qu'on puisse avoir une forte productivité. L'avantage aussi à la permaculture, c'est que c'est moins contraignant, parce que tu n'es pas là chaque fois à venir labourer les sols. On demande de moins travailler, de moins labourer les sols. On travaille avec le petit matériel agricole. Comparativement à la monoculture ou à l'agriculture intensive, industrielle, où il faut à chaque fois venir retourner la terre, casser les agrégats. L'avantage ici, on travaille sur un sol vivant. Il faut comprendre que le sol vivant, c'est on travaille en symbiose avec les micro-organismes. Parce que ce sont les micro-organismes qui font le sol. Ton laboureur, le meilleur tracteur, c'est ton ver de terre. Parce qu'il faut comprendre ici que le sol a besoin de carbone. Tes arbres qui vont faire tomber les feuilles, vont faire tomber les branches. Ces branches qui viendront être bouffées par les champignons, je t'ai dit c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut élever les champignons. Donc, champignon qui est le mycélium, ça va venir broyer ces branches-là.
C'est pour ça qu'il faut avoir les arbres. Donc, l'élevage des champignons, à partir du moment où il y a les arbres, les champignons prolifèrent. Les champignons viendront broyer la matière végétale. Certains insectes comme les mouches et les fourmis viendront bouffer, les chenilles, les vers de terre, les corombos, les scarabées viendront manger, vont déféquer et les bactéries viendront donc minéraliser, c'est-à-dire que cette défection-là est assimiler justement maintenant ces micro-éléments à la plante. Ça peut être l'azote, le phosphore, potassium, le magnésium, manganèse, le fer. Et on a aussi le grand laboureur qui est le ver de terre, qui lui, il est en profondeur. Lui, certains vers de terre sont hémipigés, vont en profondeur, certains vont même à plus de 2 mètres de profondeur. Hein. Ce sont eux qui font dans le brassage, qui vont brasser le sol, le limon et le calcium. En brassant ça, dans leur organisme, viennent déféquer. Je ne sais pas si tu as déjà marché dans la forêt ou même dans le champ, tu vois des fois des boules noires. Ce sont les croûtes des vers de terre. Donc, c'est les vers de terre qui font ce travail-là. Les racines de tes plantes, pourquoi j'ai demandé qu'il faut planter partout? Parce que les racines des plantes aussi jouent un très grand rôle. Les racines de tes arbres jouent un grand rôle. Les racines vont perforer le sol, ça va permettre d'aérer le sol, permettre l'aération, ça va permettre que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre. Tu vois ici en Occident, lorsqu'il pleut, l'eau ne s'infiltre pas, il y a inondation. Lorsqu'il pleut pour 5 minutes, c'est comme s'il avait plu pour 10 mois. Tout est inondé. Alors que lorsqu'il y a des arbres, les racines des arbres vont permettre l'infiltration, les racines des arbres vont permettre de séquestrer le carbone, vont permettre de séquestrer l'azote excédent, ça va empêcher que l'azote s'infiltre dans la nappe phréatique. Ça va permettre aussi de broyer les roches. Ah oui, les amis, les racines des arbres sont les racines des arbres qui broient les roches. Il faut comprendre ici que les engrais que nous utilisons sont des roches, sont des cailloux. Donc, c'est les racines des arbres qui vont broyer ces roches-là. Et maintenant, le laboureur, notre laboureur, qui ne connaît pas les jours fériés, qui ne connaît pas de RTT, qui ne connaît pas l'arrêt maladie, qui ne sait pas poser, c'est-à-dire que dire que mon enfant est malade, qui ne se plaint pas, qui n'est pas syndicalisé, qui est le ver de terre. C'est le ver de terre maintenant qui va faire ce travail-là, de monter l'argile, de monter le limon, afin de pouvoir faire le sol. C'est une science qui est complexe. Donc tu vois que quand tu ne viens donc pas perturber ton sol, ce sont ces êtres vivants qui font le travail. Quand tu viens maintenant perturber ton sol, tel qu'avec l'agriculture intensive industrielle, quand tu viens à chaque fois le tracteur retourner la terre, tu casses ce système-là. Et en cassant ce système, tu deviens dépendant des engrais chimiques. Tu deviens dépendant des produits phytosanitaires, dont herbicides, fongicides, nématicides. Et en marchant avec ton tracteur, tu compactes le sol, l'eau ne s'infiltre pas. C'est ce qui donne donc les spectacles que vous voyez, que lorsqu'il pleut, éboulement des sols, lorsqu'il pleut, inondation partout. Donc dans ce système que je viens de partager avec toi d'association de culture de permaculture, bien sûr qu'il faudrait que tu aies un système d'irrigation, parce qu'il faut comprendre ici que l'agriculture va de pair. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de lumière, de soleil, tu as besoin de l'eau, tu as besoin du carbone, tu as besoin d'azote qui est transformé, le carbone qui est transformé en azote, tu as besoin de plusieurs oligo-éléments, dont fer, manganèse, bauxite. Donc c'est pour ça que il faut, dans ton système, prévoir un système d'irrigation, où soit que l'espace de 2 hectares soit en bordure d'un cours d'eau. Mais il serait préférable pour toi de mettre un système d'irrigation afin de pouvoir produire tout le temps, à toute saison, produire aussi à contre-saison, parce qu'à contre-saison, toi, tu pourras avoir les produits sur le marché et c'est comme ça que tu pourras faire aussi pour gagner. Mais j'insiste sur la transformation des produits. Parce qu'avec ce système, rien ne se perd, tout se transforme. Tu vois que sur une superficie de 2 hectares, tu peux te dégager énormément de sous. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu avais vu ça comme ça? Est-ce que tu avais vu ce modèle agricole? Parce qu'on est toujours en train de nous vanter le modèle de grosse superficie. Il faut comprendre ici qu'on calcule le rendement. Le rendement se calcule au mètre carré, pas à la superficie.
tu as vu que toutes les cultures que j'ai citées là, sur 2 hectares, au mètre carré, tu récoltes toutes ces cultures. Comparativement à quelqu'un qui va faire uniquement la monoculture de blé sur 2 hectares, la personne ne va que récolter au mètre carré quelques poignées de blé. Alors que toi, au mètre carré, tu récoltes tout ce que j'ai cité comme fruits et légumes. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. C'est une vidéo, je dis encore formation, c'est du coaching, hein, c'est vraiment une masterclass. Hein. Donc, prends ça vraiment, c'est-à-dire que, et mûrir la réflexion, ne va plus faire l'agriculture comme un hobby, va faire ça comme un business et pense ça tel que j'ai dit, tu me le diras. J'espère, voilà comment je vais terminer cette vidéo. J'espère que tout au long de cette vidéo, merci pour toi qui es resté jusqu'au bout de la vidéo. Hein. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris, tu as appris des choses. Si tu as aimé, tu laisses le like. Je t'attends dans les commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette stratégie agricole. Hein. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.